Bonjour, eh bien nous voici pour un nouveau podcast. C'est le quatrième de cette année. Alors cette fois-ci, le thème, ça va être gérer sa frustration. Alors, je choisis toujours des thèmes qui sont en rapport avec le moment. C'est vrai disons qu'à la rentrée, souvent il y a beaucoup de choses qui arrivent et on se rend compte qu'on doit faire des priorités. On est dans un système qui de plus en plus euh, nous prend du temps, nous propose diverses choses et cherche une certaine rapidité, ce qui fait que l'emploi du temps se bouscule facilement. Surtout si on cumule travail, enfant, ou autres, des passions, des choses comme ça. Donc on va aller un peu se concentrer sur déjà ce que c'est la frustration. La frustration, c'est la réponse à une émotion. Donc souvent, c'est lié à la colère. Voilà. Parce qu'il y a une déception, une attente qui a été forte et qui n'est pas répondue. Bon, forte plus ou moins, il y a des frustrations plus ou moins intenses. On va voir ça ensuite. Donc l'idée déjà dans la frustration, c'est de réfléchir sur nos attentes. Est-ce qu'on a une marge par rapport à ces attentes et toujours cette idée d'équilibre entre le contrôle et le lâcher prise. Est-ce que j'ai des solutions pour ne plus être frustré, ou est-ce que je peux lâcher prise? Est-ce que j'ai assez d'espace en moi pour lâcher prise et accepter que les choses ne peuvent pas tout le temps être comme je veux? Et voilà, ça dépend de la cause, bien évidemment. Là, je parle de manière générale. Par exemple, la résilience d'une maladie, on va être plutôt dans le lâcher prise vis-à-vis des frustrations, parce que il y a des maladies qui sont irréversibles. Ou alors, on va utiliser d'autres stratégies, qu'on verra tout à l'heure. Mais celle-là, disons que c'est la plus générale. Et c'est pour revenir un petit peu au point dont on parlait la dernière fois, sur faire face à ses peurs. Parce que finalement, gérer la frustration, c'est faire face à une peur qui est liée, parce que la colère, ça vient d'une peur, c'est une attente qui n'est pas là, et c'est la peur de ne pas être reconnu, la peur de manquer, la peur de l'abandon, beaucoup de choses qu'il y a derrière en fait. De toute façon, derrière chaque émotion, il y a une peur. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, tout le monde ne va pas gérer ses frustrations de la même manière. Il y a des personnes qui vont exprimer une stratégie moins énergivore, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer leurs besoins naturellement au moment où ça arrive. Alors ça peut paraître, elles peuvent paraître être des personnes plaintives si c'est vraiment trop répétitif. Bon là c'est excessif. Mais si voilà, il lui arrive quelque chose à être dit sur le moment, ça va être plus salvateur. Mais la plupart des gens, on a tendance, comme on est dans une société où on est un peu dans les apparences, on a du mal à sortir de l'hypocrisie et être moins dans l'authenticité, même si on est hypersensible. Ça nous arrive quand même, et on a tendance à faire cocotte minute. Souvent, et surtout si on est dans le rôle de sauveur. Alors là, le rôle de sauveur, lui, il a fondant, quoi. Il se frustre lui-même pour répondre aux besoins des autres. Donc, bon. Parce qu'il veut pas regarder ses ombres en face. Et je dis pas qu'il faut pas aider les autres, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment quelque chose de problématique qui fait partie du triangle de Cartman, que je vous invite à aller voir sur internet si ça vous intéresse. Et aussi, comment ça s'appelle? C'est la psychologie. Je vais essayer de retrouver le bouquin, mais de retrouver le nom. Mais il parle très bien de ces processus-là, des différentes instances parties de soi dans nos personnalités qui font que
On passe souvent de la victime au bourreau, au sauveur, et voilà, le nom m'échappe. Donc, qu'est-ce qui nous aide à trouver un équilibre? Donc, ce que je disais tout à l'heure, déjà, c'est s'exprimer, passer par la communication, l'expression, intérioriser forcément, ça va vous bouffer de l'intérieur et vous allez développer des maladies. Ça s'appelle la psychosomatie. Alors ça, souvent, comme la frustration, c'est lié à la colère, la psychosomatie et la colère, ça va créer des ulcères, des problèmes digestifs. Voilà. Tout ce qui est lié à la colère, ça va aller dans la rate, le pancréas, le foie, et voilà, c'est... Donc, attention. Attention. Donc, c'est vraiment l'idée, même, enfin, surtout pour les hypersensibles aussi, ceux qui ont du mal à reconnaître leurs besoins, qui sont pas encore assez à l'écoute d'eux-mêmes parce que du coup leurs besoins sont différents de ceux du système, ça va faire aussi effet cocotte minute. Donc là, c'est vraiment trouver un moyen de retrouver un équilibre. Donc à travers l'expression, la communication. Donc c'est pas évident, c'est un processus de changement qui se fait à plus ou moins long terme, évidemment. Donc il y a plusieurs choses possibles pour trouver un équilibre. Donc déjà, c'est équilibrer, donner et recevoir. Quand on est dans le rôle de sauveur, généralement on donne beaucoup plus que l'on reçoit. Donc c'est peut-être essayer de trouver des compensations comme ça, en apprenant à recevoir, à accepter que recevoir, c'est quelque chose aussi d'important pour soi, pour les conforter le bien-être et à se donner de l'énergie pour travailler sur ces frustrations, se donner de l'espace. Parce que l'idée, ça va être créer un espace pour pouvoir pour transformer cette émotion de frustration, bien évidemment. On en reviendra après. Donc là, l'idée, c'est de créer un espace pour éviter le cocotte minute. Donc, réfléchir sur les attentes que l'on a. Donc l'équilibre, c'est équilibrer, donner et recevoir. Sortir de nos zones de confort ou n'en pas sortir. Ça peut être quand on se recherche en tant qu'hypersensible par rapport à nos besoins. Attention à ne pas toujours monter les marches trop haut. Bien équilibré, ça. Parce que sinon, il y a un effet de saturation qui va arriver. Et là, poum, la frustration va être trop forte. Donc c'est vraiment répondre à ses besoins, être à l'écoute du corps, se concentrer là-dessus et créer un espace pour soi. Plus on va créer un espace pour soi, moins on va être dans l'attente de l'extérieur. On va avoir des ressources à l'intérieur, et ce qui permettra de lâcher prise sur les attentes que l'on a sur les autres. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas en avoir, mais c'est important de pouvoir les relativiser, en bon sens. Plus on a d'attentes, plus on est frustré. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire tout seul. Mais poser une intention sans chercher un résultat spécifique. C'est un peu comme quand on travaille sur la loi de l'attention, l'attraction ou les synchronicités, comme on veut. C'est vraiment poser une intention et lâcher prise dessus ensuite. Parce que, qu'est-ce qui est important, le chemin ou le résultat? C'est à vous de voir. Le plus important, des fois, ça peut être le résultat, parce que c'est quelque chose de très important, de vital. C'est une frustration vitale. Ça, c'est possible aussi. Bien différencier entre ce qui est de l'ordre du vital et ce qui est de l'ordre de quelque chose, voilà. Faut regarder la pyramide de Maslow avec les différents besoins. C'est important. Et il y a aussi ce travail par rapport au passé, pour éviter de pour sortir des boucles. La répétition, bien équilibrée par rapport à ça. Quand on a une frustration dans le moment présent, souvent ça nous renvoie à celle du passé. Et si on les cumule, c'est énorme, ça fait un poids énergétique énorme. Donc c'est important aussi de travailler les frustrations du passé, de les transformer, de les transmuter, ne plus les voir
comme ayant été des obstacles, mais plutôt des enseignements, ça vous aidera à plus avoir un sentiment de frustration profond. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Voilà. Mais, à force de travailler dessus, ça va vraiment être salvateur. Voilà. Alors, ensuite, donc l'idée, on reprend, hein, donc, la frustration, c'est lié à une déception, une attente, qui va générer souvent de la colère. Alors, à plus ou moins long terme, bien évidemment, selon le degré de frustration. Il peut y avoir un effet cocotte-minute, que l'on peut diminuer grâce à l'expression sur le moment présent de la frustration. Donc ça, il faut apprendre à avoir confiance en soi et à exprimer ses besoins, donc connaître ses besoins, ça implique ça. Et donc, on peut équilibrer donner et recevoir, sortir de sa zone de confort ou non, répondre à ses besoins ou pas, et en travaillant sur le passé pour sortir des boucles de frustration. Ce qui nous permettra de créer un espace pour apprendre à gérer nous-mêmes notre frustration avec nos propres ressources, mais aussi avec les autres. Voilà. Mais ça permettra de baisser l'attente. Avoir trop d'attente sur soi, c'est pas bon non plus. Ce qui implique une certaine acceptation aussi. On était dans l'acceptation par rapport aux peurs. Là, c'est pareil. Il y a une phase d'acceptation par rapport à l'émotion qui arrive. Hein, et là, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir comme une alarme et d'éviter le passage à l'acte. C'est pas évident, mais c'est possible. Avec certaines prises de conscience et avec un certain travail, il y a des outils ou des compensations, des équilibres créés. Donc il y a vraiment cette idée d'acceptation, puis de créer un espace pour transformer l'émotion. Alors, à court terme, on peut utiliser la communication non violente, que ce soit avec soi ou avec les autres. Hein. Donc c'est établir les faits, aller chercher vraiment l'émotion qu'il y a derrière en cette frustration. Quelle est la cause? Et puis ensuite, comprendre le besoin qu'il y a derrière cette émotion. Souvent une émotion, excusez-moi, il y a une émotion derrière. Et puis, quand on a fait ce travail-là, de réflexion par rapport à nos émotions, nos besoins, on peut faire une demande, que ce soit à soi ou aux autres, une reconnexion. Alors, en plus de la CNV, il existe aussi des méditations sur la frustration. J'en ai utilisé récemment, je trouve ça très intéressant. De toute façon, tout ce qui va nous aider à nous aligner, à prendre de l'espace en soi, c'est s'ancrer, créer un espace de sécurité en soi, ça va nous aider à apprendre à gérer les émotions. Le Qigong, ça apprend, le yoga, ça apprend à gérer les émotions, à rééquilibrer les énergies dans le corps, donc à créer un équilibre entre l'esprit et le corps, et donc, voilà, ça aide petit à petit à créer des espaces. Donc je vais m'attarder un petit peu sur la CNV pour vous montrer, parce que souvent ça arrive quand on est dans des situations émotionnelles, où on a deux modes. Souvent, on va avoir le mode chacal. On va gérer nos émotions avec le mode chacal. Alors on voit deux petits personnages, un petit chien et un petit chacal, ou un petit loup comme vous voulez, qui se disputent. Et ils sont tous les deux fermés sur eux-mêmes. Hein, on voit bien les bras croisés, et l'autre qui pointe du doigt, comme si c'était de la faute de l'autre. Alors, dans le mode chacal, il y a refouler ses sentiments, se fermer au dialogue, parce qu'on sature, on veut pas écouter, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre, on fait la sourde oreille, hop, comme le singe là qui... Voilà. On attaque, on reproche, on juge, puisqu'on se sent agressé par l'autre. Comme on n'a pas l'espace pour recevoir,
on renvoie l'énergie négative. Il y a aussi la vengeance. Ça demande... La vengeance, ça peut être impulsif, mais généralement c'est réfléchi. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas créé d'espace pour dépasser la frustration. Là, c'est un peu plus fort encore. Oui, il y a se soumettre et se rabaisser. Donc ça va être pour la dépendance affective. Souvent, les gens se soumettent. Hein. Pas que, hein. Ça va être les gens sous emprise de personnes narcissiques ou des trucs comme ça, mais voilà. Ou se juger, se culpabiliser, parce qu'on peut juger les autres, mais on peut le faire aussi pour soi. Et ruminer. Donc là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître dans le mode chacal. Voilà. Donc c'est vraiment... c'est le moment où on se ferme. Hein. On n'a pas assez l'espace, on sature, on se ferme à la discussion, à nos sentiments, on se met à juger parce que c'est plus facile que ce soit l'extérieur qui soit méchant plutôt que nous. Alors que finalement, si on part du principe qu'on est responsable de la manière dont on reçoit les choses, même si ça ne veut pas dire que l'autre est tout rose, eh ben, ça va nous aider à créer de l'espace, à être responsable de comment on reçoit l'émotion, même si l'autre, il est en mode chacal. Il y a une belle image comme ça sur Facebook où on voit un singe qui est comme ça, en train de regarder un lion qui lui hurle dessus, qui lui fait ça. Et c'est exactement ça en fait. Alors après, nous on a l'habitude d'être dans ce mode-là parce qu'on est beaucoup dans le mental et l'ego et qu'on nous a jamais appris à faire différemment face à nos émotions, puisqu'on n'est pas dans à l'école on nous apprend pas à gérer nos émotions. Dans notre travail, on est souvent en saturation. On est dans une société qui nous culpabilise par rapport aux émotions. Ah, désolé, hein, je mets toujours ça sur le dos de la société, mais en tout cas une éducation qui va nous culpabiliser par rapport à ça. On va chercher de l'émotionnel, mais pour moi, c'est pas les vraies émotions qu'il y a à l'intérieur, c'est autre chose. Alors, je pensais aux médias. Et donc, on peut essayer d'apprendre à vivre le conflit en mode girafe. Alors, le mode girafe, c'est différent. Pourquoi la girafe? Alors, je vais vous montrer. Ah bah non, je peux pas vous montrer, on est en podcast. Bon, c'est pas grave. J'avais mes pluches que j'utilise en CNV, mais c'est pas grave. Alors, en fait, on a le chacal. C'est la partie en nous qui a l'instance en nous, qui a intégré le jugement, les critiques, que ce soit des parents, de l'éducation, des autres, de l'extérieur ou du système. Et donc c'est la bête en nous, hein, mais le côté sauvage, pas forcément positif là du coup, hein, parce que des fois moi je dis c'est bien d'être dans ce côté sauvage. Là c'est plus la bête, mais qui finalement c'est la réaction de l'enfant intérieur blessé. Et donc, pour aider le petit chacal à être moins souvent dans ce genre de comportement, eh ben c'est intéressant d'aller avoir une maman girafe ou une autre instance girafe qui peut intervenir de petit à petit, dans certains contextes des fois plus faciles, et puis après vous pourrez le faire dans des contextes un peu plus intimes ou dans les contextes où c'est plus difficile pour vous. Il y a le mode girafe. Et donc le mode girafe, eh ben la girafe, elle prend du temps pour respirer déjà, créer de l'espace. On dit bien ça aux gens autistes, hein, quand ils vont pas bien et qu'ils commencent à sentir qu'ils vont partir en vrille. On leur demande de respirer 3 fois, comme ça. Ou alors, ils mettent leurs mains sur leurs épaules, comme ça, et ils tapent sur l'épaule avec leurs mains, l'une après l'autre. Et ça les calme. Ben, c'est un peu ça. C'est créer l'espace pour accueillir l'émotion, la ressentir, mais pas l'exprimer à l'extérieur tout de suite. Prendre un temps de réflexion avant. Donc la girafe, elle va écouter les sentiments et les besoins de l'autre, mais aussi les siens. Parce qu'elle a pris l'espace pour. Donc elle a une certaine empathie. Écouter les sentiments et les besoins derrière le chacal intérieur, le sien ou celui de l'autre. Au lieu de voir la personne, d'écouter les mots de la personne et son ton, et d'être de recevoir l'énergie négative, elle va avoir l'espace pour aller
regarder pourquoi la personne elle a réagi comme ça, ou pourquoi nous on a réagi comme ça. Et donc, elle va avoir de l'empathie pour elle-même ou pour l'autre. Et puis, si elle a du mal à trouver de l'espace, elle va aller demander de l'écoute à quelqu'un d'autre, un soutien extérieur. Et puis, la girafe, elle va exprimer les sentiments, les besoins et la demande. Voilà. Ou elle va demander une médiation par un tiers. Et ouais, elle va faire aussi appel à un cercle restauratif, cercle de parole, de soutien. Voilà. Donc je vous mettrai, je prendrai en photo les deux, et vous aurez ça à la fin pour pouvoir visualiser un petit peu les deux façons de voir en conflit. Alors ce qui est intéressant, c'est que la girafe, pourquoi elle a été choisie par Marshall Rosenberg, celui qui a créé la CNV? En fait, c'est parce que symboliquement, elle a un long cou. Donc elle voit à distance. Elle prend de la distance sur ce qu'elle vit, ses émotions. Alors que le chacal, lui, il est complètement dedans. Ça veut pas dire qu'il est négatif, hein. Il a le droit d'être là. Hein. D'ailleurs, il y a des exercices d'expression du chacal. Hein. C'est des contextes où on s'octroie d'exprimer le chacal pour l'évacuer et se permettre d'avoir l'espace ensuite d'être en mode girafe. Et donc la girafe, elle a des antennes, donc ça veut dire qu'elle a une intuition. Hein, elle va utiliser plus l'intuition que l'émotion et le mental. Et on sait aussi qu'elle mange des baies elle peut manger des baies avec des épines. Donc c'est-à-dire qu'elle est capable de digérer même ce qui est toxique. Alors voilà pourquoi on a choisi la girafe. Tout simplement. Et j'ai des feuilles que vous allez voir. J'ai trouvé ça sur le site Apprenti Girafe, qui est génial. Il y a beaucoup d'outils et qui permettent d'utiliser la CNV à travers différents moyens, que ce soit avec des enfants ou des adultes. Parce qu'il y a des formations, mais elles peuvent être coûteuses. Après, il y a quand on a fait juste le premier module, on n'est pas obligé de faire les 3. Après, on peut avoir des moments de parole. Une fois par mois, d'ailleurs, j'y vais ce soir. On a 2 heures pour parler de sujets où on s'est senti en conflit, on travaille dessus, et puis on est tous en groupe et on s'entraide, voilà. Et donc, sinon, j'ai un jeu de cartes qui s'appelle Je me connecte. Et donc, j'ai 60 cartes besoins, 25 cartes émotions, et j'ai des questions par rapport aux émotions, des questions par rapport aux besoins, et des questions par rapport à la connexion. Donc ça c'est par exemple quand on est à deux ou même avec soi-même, quand on a envie de comprendre ce qui nous est arrivé par rapport à nos frustrations, à nos émotions, eh ben ça peut nous permettre voilà d'aller chercher avec des outils, des indices pour travailler dessus. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi j'ai choisi la CNV? Ça, c'est vraiment ce qui va nous faciliter les choses sur le court terme. Parce que c'est très difficile de prendre la distance sur nos émotions, puisque c'est quelque chose qu'on a... comment dire, pour ceux qui sont hypersensibles émotionnels ou qui vont exprimer, qui sont extravertis, bien évidemment. Sinon, pour d'autres, c'est l'inverse, l'introversion. Alors là, je peux que vous donner d'autres conseils, pourquoi je dirai après. Donc là, c'est vraiment, pour les extravertis, je dirais, faire un travail d'espace et de différenciation du chacal, de la girafe. Voilà. Alors pour les introvertis, il y en a d'autres, des possibles, c'est-à-dire apprenez à affirmer vos besoins, à reconnaître vos besoins, à les exprimer, peut-être à vous donner le droit d'être en colère, pas tout le temps, parce que quand on est tout le temps en colère, on nous écoute plus. Déjà, on nous écoute pas énormément quand on est en colère, sauf peut-être quand il y a un rôle de parent-enfant, ou moi je garde des enfants, bon. Ce que j'ai compris, c'est que si je me mets en colère tout le temps, les enfants m'écoutent pas. Alors que si je le fais quand vraiment ça dépasse les bornes, là, ça fait mouche. Donc en fait, c'est intéressant de nuancer comment on réagit à nos émotions. Et à ce que fait l'autre. Ou à ce qu'on fait soi. Hein. Je ne dis pas que c'est que la résolution de conflits. Hein. C'est vraiment aussi nos conflits internes. Hein. Parce que là, gérer la frustration, c'est aussi sa propre frustration
souvent, les frustrations, on se les impose. Hein. Voilà, donc il y a, comme ça, il y aura pour tout le monde, les extravertis, introvertis, voilà. Donc travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, c'est très très important, hein, autour de l'expression, de la communication. Ne pas hésiter à se faire aider, suivre, hein, pour tout ce travail-là, à travers différents outils, différents professionnels, même des amis, qu'importe, hein, l'outil, on s'en fout, mais voilà, même les méditations guidées ou autres. Alors éventuellement, si vous voulez, je peux très bien vous aider. Alors on m'a proposé dernièrement d'aider quelqu'un, de l'accompagner dans la thérapie. Alors moi je veux bien aider ponctuellement, mais par contre moi j'ai pas le titre de psychologue et à la base je proposais des soins. Pour l'instant je fais plus des podcasts, des tirages, je fais des recherches en hypnose. Éventuellement plus tard je ferai des accompagnements personnels. C'est pas encore à l'ordre du jour, mais je peux faire des accompagnements ponctuels pour vous aider. Vous voyez moi comme un trampoline qui vous aide à reprendre, voilà. Parce que l'idée c'est quand même que vous soyez acteur, hein, et que je ne sois pas comme une béquille. Donc c'est vraiment, je suis là pour vous donner les clés et poum, voilà. Donc n'hésitez pas, mais par contre je ferai pas un accompagnement à un trop long terme en tout cas. Voilà. Alors ensuite, à moyen terme, l'idée c'est vraiment d'aller chercher comprendre la cause et les origines et pourquoi ça se répète, hein, les frustrations. Souvent voilà. Hein. Si ça se répète pas, généralement on le vit mieux, ou si c'est vraiment une très grosse frustration mais qui se répète pas, bon bah ça va s'atténuer et il y a peut-être, enfin voilà, peut-être juste prendre de l'espace et voilà, c'est tout. À long terme, l'idée, ça peut être, quand on est censé faire résilience, hein, ou qu'on a envie de travailler sur soi, d'élargir notre conscience et de se détacher un petit peu de l'ego, pas ne pas le mettre de côté, mais être plus dans le côté observateur, hein, celui qui observe l'ego, le mental, celui qui juge, celui qui s'énerve, qui observe l'émotion. On peut réfléchir à changer de manière de voir les choses. Alors, je vais vous donner un exemple que je me souviens que Rosenberg utilise dans son livre. À un moment donné, il allait chercher sa fille à l'école et ça le pesait parce qu'il avait beaucoup de choses à faire dans la journée, tout ça, et il n'avait pas pris l'espace qu'il fallait pour réfléchir à cette frustration. Et au bout d'un moment, ça s'est tellement accumulé qu'il s'est dit, bon, là, je réfléchis à ça. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec sa fille, ils se sont peut-être disputés, je sais pas. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis? Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, bah voilà, pourquoi je vais chercher ma fille à l'école? C'est pour que ma fille, elle puisse avoir lui, c'était c'est son avis à lui, hein, c'est pas mien, hein, mais lui, il se disait, bah c'est pour assurer un avenir à ma fille, qu'elle soit éduquée, ça répond à mes valeurs, c'est très important. Donc en fait, il a vu ça autrement. Au lieu de regarder le négatif, qui était lié à tous les jours, à aller chercher à l'école alors qu'il était fatigué, si machin, et ben là, et qu'il était frustré parce qu'il n'y avait pas de temps pour lui, finalement, hein, et ben là, il s'est dit, ça, je le fais parce que c'est pour ma fille. Et du coup, ben, la frustration, elle s'est atténuée. Alors ça marche quand on peut pas vraiment changer le truc. Hein. S'arrêter d'aller chercher sa fille à l'école, on peut, si on a un conjoint, bon bah on peut alterner, mais voilà, c'est pas quelque chose. Ou sinon, moi, je sais que je suis très binge watching là. J'aime pas trop les mots anglais, mais le fait de regarder les séries, de les dévorer là, c'est un peu mon truc en ce moment. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je me mets des challenges, des carottes. Au lieu de voir ça comme une frustration d'arrêter la série, parce que souvent, en plus, les filles, c'est des frustrés ou qu'importe, Netflix ou pas, mais à la fin, ils nous mettent un truc hyper important, puis on est là, ah, mais on va voir la suite. Enfin, ils jouent sur nos émotions, quoi. Et ben, je me dis, ok, c'est frustrant, ok,
Mais ça peut être un jeu. Si je fais ça, je fais d'autres trucs, je fais mes trucs de la journée et tout, et ce soir je m'en regarde un en récompense, quoi. C'est un peu l'histoire du chien de Pavlov. C'est vraiment un truc, je gère ça comme ça. Et puis maintenant, j'essaie de séquencer, quoi. Je me dis, allez, déjà, je regarde deux, je regarde pas tout d'affilée. Et puis aussi, il faut penser, il y a la frustration sur le moment, mais il y a la frustration finale, quand la série, elle est finie. Voilà. Donc, faut penser aussi à ça. C'est intéressant d'y réfléchir. Donc voilà, ça c'est des exemples très concrets. Après, il y a l'idée de compensation, de compromis. Hein. Donc là, on a toujours cette idée d'équilibre entre donner et recevoir, sortir des zones de confort ou non, répondre à ses besoins ou ceux des autres. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. Allez chercher une compensation quand vous faites ce genre de choses. Ça vous évitera d'accumuler. Et sinon, revoir vos priorités. Hein, d'aller regarder le chemin ou le résultat, voir quel est le plus important, et vraiment voir vos priorités par rapport à la réponse de vos besoins, et pour éviter d'être frustré sur des choses vitales. Voilà, donc ça c'est pour le long terme. Je répète des choses, mais voilà, bon. Alors, à part la frustration peut devenir assez importante à partir du moment où, si on doit changer les choses et qu'on ressent un sentiment d'impuissance par rapport à la frustration, alors là, ça veut dire qu'on a tellement été touché par la frustration, on a tellement saturé, que la confiance en soi, l'estime de soi a été touchée. Donc là, je vous invite énormément à travailler ça. Je suis allée regarder sur différents endroits par rapport à la frustration, et ils expliquent bien ça. Ça peut devenir pathologique, entre guillemets, en tout cas plus fort et plus répétitif, quand on doit travailler sur la peur autour de l'impuissance, donc la peur de l'inconnu, la peur du vide. On en revient à la gestion des peurs de la dernière fois. Donc, je vous invite à aller regarder le podcast de la dernière fois si ça vous parle, ce sentiment d'impuissance vis-à-vis de la frustration. Et peut-être plus tard, je vais faire un podcast justement pour vous aider à renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, à travers des outils, des expériences, des exemples, voilà. Parce que c'est vrai que quand on est hypersensible ou autre, quand on est des personnes qui ont eu beaucoup besoin de nous adapter à un contexte, à un milieu, à un système, qu'importe, eh bien, des fois on se sature de se suradapter quand c'est pas forcément le cas de l'autre côté. Donc, soit on apprend à s'affirmer et à exprimer nos besoins, ou soit la reconnaissance, on la cherche à l'intérieur, et on répond à nos besoins à nous avant, et on crée de l'espace. Et pour ça demande une certaine confiance en soi, une estime de soi, et ça nous permet ensuite, après, de créer des choses pour trouver un sens à sa vie. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Donc je pense que dans les prochains thèmes, il y aura renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, et puis peut-être aussi le sens de la vie un peu plus tard. Voilà. C'est intéressant. Voilà, bon, j'ai fait 30 minutes pour une fois, c'est pas trop long. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt, tout bientôt. Bye bye, et bonne semaine à vous.